merci infiniment de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui. Rencontre, échange, une nouvelle aventure, un nouveau numéro de cette émission hebdomadaire qui se veut être un carrefour d'échange avec des acteurs, des invités en studio pour parler des faits de société, des faits politiques, historiques et culturels. Et ce jour, nous allons parler de cette nouvelle république qui est en migration chez nous depuis maintenant le 6 mai de l'année dernière, où on parle de la 5e République. Les institutions qui doivent accompagner la mise en place de cette nouvelle République sont en train d'être mises en place. On l'a appris il y a quelques semaines, quelques jours. Le Sénat a vu le jour avec des élus parmi eux, mais aussi des gens qui ont été nommés et désignés par le chef de l'État conformément aux dispositions qui sont prises en la matière. Et pour aller à l'école du Sénat, je reçois pour vous aujourd'hui un honorable sénateur, le président de la CPP, la Convention patriotique panafricaine. Il est donc entré au Sénat à la personne de M. Adrien Yao Beliki Akwete. Honorable sénateur, bonjour. Bonjour M. Wilson, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous êtes l'un de ces premiers sénateurs que nous recevons dans notre émission ici, et dans une campagne de sensibilisation, de pédagogie pour faire comprendre, n'est-ce pas, aux téléspectateurs, aux citoyens togolais, cette nouvelle institution qui a été mise en place. Justement, question d'introduction et de pédagogie. Alors, c'est quoi le Sénat? Parce que beaucoup, le Togolais lambda s'interroge toujours. Merci Gérard. D'abord, c'est un honneur si je suis le premier sénateur à être reçu sur votre plateau ce matin, depuis la mise en place de cette institution. Un Sénat fait partie du Parlement. Le Parlement bicaméral est fonction de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans beaucoup de pays, le Sénat joue le rôle délibératif aussi comme l'Assemblée nationale. Donc le Sénat qui a vu le jour au Togo le 6 mars dernier, puisque la première séance de session du droit a eu lieu le 6 mars dernier, n'est pas une invention du Togo. Et n'est pas une invention également de la 5e République. Si nous nous référons à la Constitution de la 4e République en son article 51, le Sénat existe. Maintenant, le Sénat fait partie du Parlement bicaméral, c'est-à-dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur la question que vous m'avez posée. C'est ça. Et à propos justement, alors, quel est les liens ou le rapport justement qui existe entre ces deux chambres, peut-on dire? Oui. Oui. Entre le Parlement et le Sénat. Non, le Parlement est composé de deux chambres. De deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Le Sénat, dans certains pays, c'est la haute chambre. Dans d'autres, c'est la chambre du bicaméralisme. Les deux chambres ont le même rôle. L'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, la loi selon les dispositions constitutionnelles et du décret de l'année dernière, des décrets de l'année dernière, l'Assemblée nationale reçoit les lois, les étudie et les envoie également d'abord au Sénat. Le Sénat a l'obligation de voir ce que l'Assemblée nationale a adopté. Donc un droit de regard, n'est-ce pas? Un droit de regard, de l'examiner à fond, même de la modifier sur le faux. C'est ça. C'est le faux. Et le Sénat est là pour les questions également d'intérêt national. Donc le Sénat joue un rôle délibératif comme l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de différence entre les deux, sauf que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale pour voter en dernier ressort la loi. C'est ça. Ouais. Sans conflit d'intérêt, sans rapport de force. Il peut y avoir des conflits d'intérêt. C'est pourquoi la Constitution a prévu en son article 28 le mécanisme s'il y a conflit entre les deux chambres. Conflit entre les deux chambres. Il est demandé à une commission mixte de se pencher sur la loi qui est contestée des deux côtés et de faire une nouvelle proposition qui est soumise à l'Assemblée nationale qui a l'obligation de la voter. Oui, dans le cas de notre pays, dans le Togo, on sait que l'Assemblée nationale est en majorité acquise au parti au pouvoir.
dans tous les pays au monde, une majorité est toujours acquise à un parti. À un parti. Au Togo, le hasard de la vie a fait qu'aux dernières élections du 29 avril 2024, la majorité est arrivée alors. Le parti UNIR a gagné la majorité. Oui. Nous savons comment ça s'est passé. Si vous avez bien suivi ce qui s'est passé ce 29 avril, c'est qu'il y a eu une démission des électeurs de l'opposition. Les gens ont boycotté. Ils ne sont pas sortis massivement. Oui, les gens ont boycotté sans aucun ordre. Ils ont boycotté. Donc c'est un message que les électeurs ont envoyé aux partis politiques qui concouraient à cela. Donc, je pense que dans tous les pays au monde, il y a toujours un parti qui a la majorité et les autres la minorité. Mais il faut écouter la minorité. C'est pour cela qu'en démocratie, quand vous arrivez à avoir 51%, les 49% sont là, mais il ne faut pas les négliger. Ils font partie du peuple. C'est ça. Vous êtes un acteur politique hein, que l'on connaît très bien. Alors, au regard de l'histoire politique de notre pays, alors, cette nouvelle institution du Sénat, quelle peut être sa portée dans l'avancement du processus démocratique de notre pays? La question est bien posée, M. Wilson. Reposons la question autrement. Quelle est la portée de toutes les institutions prescrites par notre Constitution depuis 1992? Si chaque institution a une portée, donc le Sénat a une portée. Significative, hein? Significative. Dans l'avancement de la démocratie. Oui. Comme je viens de le dire tout à l'heure, et nous ne ferons pas de sélection dans les institutions. Chacun des partis est libre de participer à telle ou telle compétition électorale. Le parti est libre, mais on ne peut pas faire de sélection pour une république dont la Constitution prévoit des institutions. C'est ça. C'est ça. Ça doit être très clair dans nos esprits. C'est comme si c'est la 5e République qui nous apporte le Sénat. Lorsque vous prenez la 4e République, c'était inscrit, n'est-ce pas? Oui, en son article 51, c'est déjà inscrit le Sénat. C'est comme les élections municipales ont été inscrites depuis 1992 également. Maintenant, le que très récemment. Mais c'est seulement en 2019 qu'on a eu des élections municipales pour remplacer les délégations spéciales qu'on a mises en place pour 6 mois et qui ont fait presque 30 ans. Presque 30 ans. Donc, toutes les institutions prescrites par la Constitution sont là pour faire avancer la démocratie. Voilà ce que nous comprenons à la CPP. C'est pour cela que nous ne sommes pas surpris. D'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, le premier président de la CPP, Feu Edem Kodjo, exigeait déjà le régime parlementaire dès les années 91. Oui, à la conférence nationale. À la conférence nationale souveraine, il exigeait déjà le régime parlementaire pour pouvoir équilibrer les forces politiques qui dirigent le pays. Parce que lorsque aujourd'hui vous suivez un peu la constitution de la 4e République en mettant en place le Sénat et la constitution de la CPP, vous allez constater qu'il y a équilibre. Il n'est plus question d'aller se battre, se cogner, se blesser, s'entre-déchirer même pour les élections présidentielles. Au même moment, nous devons nous battre pour que nous puissions avoir la majorité et proposer des gens qu'il faut à la place qu'il faut selon la Constitution. Voilà ce que nous constatons à la CPP. Rencontre échange au nouveau numéro, nous parlons du Sénat. Quelle portée significative pour l'avancement de la démocratie dans notre pays, le Togo? C'est le thème que je discute avec mon invité, l'honorable sénateur Adrien Akoité. Il est mon invité, c'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon de ces questions d'actualité portant justement sur cette avancée, ici on peut l'appeler ainsi, historique dans le processus démocratique de notre pays avec la nouvelle institution et qui est le Sénat. Alors, le Sénat est composé de 2 ordres, en tout cas de sénateurs. Il y en a qui ont été élus par les conseillers municipaux et autres. Et vous avez été désigné conformément aux recommandations des institutions des articles, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons la Constitution de la 4e République, en son article 52, voici ce qu'il a écrit.
le Sénat est composé de personnalités élues aux 2/3 par les collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Dans la Constitution de 6 mai 2024, la même phrase est revenue de personnalités élues et de personnalités désignées. Cela veut dire que ce n'est pas une nouveauté avec cette nouvelle Constitution. Et je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent que la désignation des sénateurs n'est pas un truc nouveau pour le Togo. Le Togo n'est pas en train d'initier quelque chose de nouveau. Si vous allez au Canada, je crois que le professeur Goguet l'a beaucoup expliqué sur beaucoup d'antennes, les sénateurs sont désignés par les gouverneurs. Ils ne sont pas élus. Ils sont désignés par les gouverneurs. Je ne sais pas pourquoi ici, ça fait tiquer des gens, pourquoi le chef de l'État, le président de la République, le désigne, alors que vous avez bien lu la Constitution, les deux Constitutions d'ailleurs, et que vous avez déjà des expériences en la matière dans d'autres pays. Je voudrais faire une confidence ici. Je discutais il y a de cela quelques années avec un ami politicien également qui n'est plus de ce monde. Et en discutant, on s'est dit, bon, faut-il élire les sénateurs? Il me dit, non, Adrien, on va proposer la désignation des sénateurs. Et je rappelle également que lors de la concertation nationale entre acteurs politiques, la CNAP, c'est l'opposition même qui a demandé au ministre d'État, le ministre Boupessi à l'époque, de dire au chef de l'État, de transmettre au chef de l'État ce message, en voyant la configuration politique nationale aujourd'hui, à l'époque. Lorsqu'on ira aux élections, UNIL va rafler le Sénat. Donc, pour pouvoir équilibrer un peu les choses en tenant compte de ce qui se passe à l'Assemblée, il faut qu'il s'ouvre à l'opposition. Donc, c'est l'opposition dans son entièreté à l'époque à la CNAP qui avait demandé, qui avait fait cette proposition au chef et au ministre d'État. Donc, si aujourd'hui le président de la République s'ouvre à l'opposition, je crois que c'est nous qui l'avons demandé et que nous ne pouvons pas ravaler nos crachats. Donc ce n'est pas une surprise si certains nous sommes sans quelque chose et parti politique, si certains ont eu la chance d'être désignés aujourd'hui, ce n'est que la capacité qu'on a trouvée à la personne à cette partie-là. Et je voudrais à travers vous remercier les prédécesseurs, les présidents-prédécesseurs, le président, le feu président Eden Kodjo et de votre parti, de mon parti, la CPP, qui avait toujours insisté, et Francis Second, le dernier que je suis venu remplacer, et qui avait toujours insisté sur l'ouverture de la majorité vers la minorité. Alors vous pensez qu'à travers le Sénat, c'est une porte d'entrée pour l'opposition qui a été marginalisée? Non, ce n'est pas une affaire de porte d'entrée. Je disais tout à l'heure que lors des discussions au sein de la CNAP, nous avons insisté, et je crois que le ministre d'État a transmis le message au chef de l'État. Ce n'est pas une porte d'entrée. Nous l'avons souhaité, il l'a fait. C'est ça. On ne peut que le remercier. Ça veut dire qu'il y a un manque de capacité sur le terrain électoral. Ce n'est pas une affaire de manque, puisque la Constitution a déjà prévu cette ouverture. De désignation. De désignation. Je vous ai dit, l'article 52 Donc finalement, ça vous arrange, n'est-ce pas? Ça n'arrange personne. Ce mot de désignation. Non, ça n'arrange personne. C'est une affaire constitutionnelle qu'il faut respecter. Voilà. On ne peut pas avoir une Assemblée nationale. D'abord, vous savez, quel que soit ce qu'on a désigné, le parti uni a toujours la majorité. Au Sénat aussi. Au Sénat aussi. Au Sénat aussi. Ils avaient déjà, sur les 41 et 34. Oui. Et aujourd'hui, ils ont, je crois, une dizaine encore. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit que c'est une porte d'entrée. Non. Nous avons souhaité, nous avons insisté là-dessus. Et le chef de l'État s'est ouvert aux partis politiques. Alors, ces partis politiques qui ont fait l'entrée au Sénat, est-ce que ça ne fait pas disparaître vos familles politiques, vos bases? Nous avons une condition. Oui.
Et je suis de la CPP, un parti qui a toujours prôné le vivre ensemble, et le grand pardon. Et je vois aujourd'hui grand pardon. Je vois aujourd'hui que beaucoup de gens épousent cet esprit, le vivre ensemble, la tolérance, faire en sorte que ce pays n'appartienne pas seulement à certains, appartienne à tout le monde. Et que si, dans un débat politique, toutes les voix sont importantes pour pouvoir arriver à construire un Togo. Pas pour nous encore, mais pour la génération présente et la génération future. Donc, si les pères fédérateurs n'ont pas créé ce Togo, nous ne serons pas là-dedans, dans ce petit rectangle-là. Donc, moi, je ne vois pas que ça va faire disparaître nos convictions. C'est des débats qu'on fera et chaque parti viendra avec des propositions qui puissent faire avancer la démocratie. C'est ça. Ouais. Oui, peut-être une question indiscrète. Quels étaient les critères de désignation, les conditions à remplir, puisque vous en faites partie de ceux qui sont désignés par le chef de l'État? Vous savez, j'ai été surpris lorsque j'ai été nommé. Je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas. Parce que personne m'a approché pour me demander, pour me souffler à l'oreille. Ça peut se passer comme ça. J'étais à la télévision. Sans avertissement. J'ai eu une déformation politique. À 20h, je suis toujours le journal télévisé. Je me réveille à 3h pour suivre, pour voir s'il y a eu, à 22h, quelque chose qui s'est passé. Donc, à 20h, j'étais à la télévision. Lorsque je découvre la présence de Madame la ministre Kuigan, et je me suis dit, mais il y a un problème alors. S'il n'y a pas conseil des ministres, c'est qu'il y a une information à donner. Et c'est là où je découvre que je suis nommé. Gérard, sans autre formalité préalable, sans avertissement, non, mais je n'ai pas consulté. Non, je n'ai eu. Mais quand je suis rentré au Sénat, j'ai discuté avec des gens. Il y en a qui m'ont dit, mais moi j'étais même en Europe, c'est mes enfants qui m'ont informé. Cela veut dire que personne n'a été consulté. Cela veut dire également qu'on nous connaît sur le terrain. Et les personnalités qui ont été désignées, on les connaît sur le terrain. Il y en a qui m'ont dit, mais je me retrouve dans un Sénat, donc, mais je ne fais pas de politique. Comment je vais agir? Mais j'ai dit à certains, mais il y a des personnalités sans chapelle politique. Sans chapelle politique. J'ai dit à certains, vous allez apprendre. Ici, c'est pour faire asseoir la démocratie par des discussions, par des concertations et par le dialogue. Donc, à partir de ce instant, je ne vois pas pourquoi vous vous avez dit, nous sommes surpris. Bon, c'est une nouvelle école pour vous. C'est ça. Et vous avez la possibilité de dire non, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité de dire non, de refuser. Mais attendez, vous savez, c'est une mission qu'on vous confie. C'est une mission... Mais à laquelle on ne vous oblige pas, hein, M. Véliki. Non, je dis bien, c'est une mission qu'on vous confie. Vous êtes libre de dire oui, de dire non. Mais c'est une mission. Lorsque vous faites de la politique et que vous appelez à une mission... Il faut répondre oui. Il faut répondre. Parce que c'est pour l'intérêt d'abord de la nation et c'est pour l'intérêt du peuple. C'est ça. Vous n'êtes pas là, comme certains vont le faire croire. Je sais que ces questions vont arriver, qu'on est là pour nos bons vieux jours. Nous avons préparé pour assurer vos retraites. Non, nous avons préparé nos bons vieux jours avant de partir à la retraite. Donc on vous confie une mission pour un mandat déterminé. Si vous avez bien rempli, on peut vous reconduire. Si vous n'avez pas bien rempli, on peut ne pas vous reconduire. Puisque c'est pour 6 ans, c'est ça? C'est pour 6 ans. C'est pour 6 ans. Donc, j'écoute des commentaires, des fois, des gens qui ne comprennent pas peut-être grand-chose. Et c'est normal. Ils sont dans l'émotion, dans la passion de ce qu'on leur fait croire, alors qu'au même moment, c'est ce qui se passe. Donc, c'est une mission qu'on nous confie. Moi, quand j'ai été désigné, j'ai été élu pour la première fois à l'international. Je peux vous dire comment ça s'est passé. En tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste à l'époque, le congrès se tenait à Ouaga. Et j'étais là un matin. Les doyens sont venus m'appeler. Ils disent, bon, vous allez occuper tel poste. J'étais surpris. Je venais de faire 2 ans de syndicalisme. À l'international. Vous allez occuper tel poste. Je dis, mais je suis trop jeune pour ça. Il dit, ah non, on va vous entourer. Et on rentre dans la salle, ça s'est passé ainsi. J'ai compris qu'à un moment donné, si vous avez des capacités
et des choses à vendre, on peut vous faire confiance. Maintenant, c'est à vous de répondre à celui qui a pensé à vous pour faire avancer les choses. C'est ça le plus important. La première session de droit a eu lieu le 6 mars dernier, et c'est là où chacun s'est découvert, n'est-ce pas? Au-delà des noms, maintenant, il y a des visages. Il y a des visages, et par exemple, je vais donner un nom. Il y a un sénateur dont le grand frère était journaliste. Je le découvre là-bas, parce que c'est un homme de famille. Je le découvre, j'ai dit, mais c'est le grand frère, mais c'est un autre. Je ne l'appelle pas le nom du grand frère. Il me dit, non, moi je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle tant. Il dit, ah bon, il faut vous ressembler comme deux gouttes d'eau. Donc c'est là où on découvre certains visages. Non, moi j'ai découvert beaucoup de visages que je ne connaissais pas. Mais j'ai découvert aussi, j'ai retrouvé aussi plutôt des visages que je connaissais en politique. Donc c'est un bon mélange qui est fait de personnalités politiques et de personnalités sans chapelle politique pour que nous puissions travailler pour le Togo et faire avancer les choses. Cela ne veut pas dire que... Donc les choses sérieuses ont déjà commencé, vous êtes dans le vif du sujet, dans les discussions. Non, pas encore dans les discussions. Voilà, puisqu'on a fait le bureau la dernière fois. Oui, le bureau a été mis en place mercredi dernier. Et le jeudi, nous avons fait la session ordinaire. Donc le président a prononcé son discours d'ouverture de la session ordinaire du premier trimestre 2020. Oui. Session de 2025. Donc, je crois que les choses sérieuses vont commencer. Le bureau va se réunir pour nous présenter un programme et les commissions vont être mises en place, les groupes parlementaires vont être mis en place et les choses sérieuses vont commencer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Un bureau présidé par un nom connu de tous les Togolais, Barry Moussa Barké. Tu sais... Pourquoi ce sourire? Oui, ce sourire parce que j'ai lu sur beaucoup de plateformes ce que les gens écrivent de Barry Moussa Barké. Moi, j'ai connu le président Barry Moussa Barké en tant que jeune journaliste à Radio Kara. C'était en 81. Je revois encore ce qui s'est passé sur la patame du général Yadema à l'époque, parce que c'était chaud. Il était un jeune ministre, il est arrivé. C'est eux qui ont décanté, lui et le feu Malou, qui ont décanté la situation le jour-là. Et nous nous sommes séparés. Et j'ai suivi le monsieur jusqu'aujourd'hui. C'est un homme pétri d'expérience, toujours avec un sourire, toujours calme, avec un sourire. Mais quand j'ai écouté son discours d'ouverture, il y a trois choses qui m'ont marqué. Bâtir une administration efficace, la voie est tracée, la noblesse du dialogue et de la concertation. Non, c'est des mots, pas hasard, mais c'est des mots qui viennent d'un homme d'État qui sait de quoi il parle dans un discours d'ouverture d'une session ordinaire du Sénat. Il a encore toutes les ressources nécessaires pour jouer bien son sûr, rôle. Bien sûr, s'il n'avait pas toutes les ressources nécessaires, il ne serait pas là. C'est vrai qu'il a pris de l'âge un peu, mais... Il a été élu par ses pairs, c'est ça? Oui, il a été élu par ses pairs. En consultation avec les partis politiques et les personnalités qui composent le Sénat. De toute façon, comment ça se passe? Oui, dites-nous. On présente le nom ou les noms de tous ceux qui ont déposé des candidatures. Nous savons, en allant, que si Adrien Belli qui à côté dépose sa candidature, il n'a pas la majorité pour se faire élire. Donc, on a déposé le nom pour élire le président, c'est à main levée. Mais Barry Moussa Barké, je l'appelle Barry Moussa Barké, c'est un grand frère, je peux l'appeler par son nom. Barry Moussa Barké n'est pas inconnu du peuple togolais, n'est pas inconnu de tous ceux qui étaient assis dans la salle. Il a fait un parcours. Il peut y avoir des critiques, tout ça, mais c'est un homme. Tout homme a ses défauts et ses qualités. Tout à fait. Donc, M. Barry Moussa Barké, lorsqu'on a présenté la candidature, les gens commençaient pas à applaudir. Les gens commençaient parce que dès qu'il venait à la session de droit, c'est toujours avec sourire, saluant tout le monde avec beaucoup d'humilité. De courtoisie. Beaucoup d'humilité, de courtoisie, tout petit frère. Moi, je l'ai toujours appelé grand frère. Grand frère, petit frère, c'est comme ça. Ah, un jour, on s'est retrouvé, il me dit, mais
tu ne changes pas. Il dit, ah, vous aussi, vous ne changez pas. Même si vous prenez de l'âge, vous ne changez pas. Donc, M. Barry Moussa Barké a été élu, et dès que la candidature a été proposée dans la salle, par le doyen d'âge, à travers l'un des rapporteurs, tout le monde a commencé par applaudir. C'est comme ça que le ministre Barké, le doyen Barké, a été élu par ses pairs selon les dispositions de la Constitution. Voilà. Vous avez pris part au vote, n'est-ce pas? J'ai pris part au vote à mon âme et conscience, et je l'assume. C'est ça. Oui. Il y a aussi le doyen Dogo, le doyen d'âge du Sénat qui est dans le bureau. Vous savez, le doyen d'âge, M. Koudjoulou Dogo, c'est lui le plus ancien aujourd'hui parmi nous, quand il a dirigé la session de droit, tout le monde se pose des questions, mais à son âge, il a encore cette capacité de direction des choses. Tout le monde se posait cette question. Et je sais que les protocoles peuvent l'aider dans certaines choses. Mais le doyen d'âge avait toute sa prévoyance, sa lucidité, toute sa prévoyance pour pouvoir diriger cette session de droit. Jusqu'à l'élection du bureau. Et à la fin, il dit, mon devoir s'arrête ici. Je vais passer le maillet au président élu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, tous ces anciens que nous voyons aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas perdu leur qualité. C'est ça. Les qualités d'hommes d'État qu'ils ont été, qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. C'est ce que j'ai compris. Sauf que les détracteurs ne pensent pas comme vous, que c'est des anciens qu'on prend encore pour faire du nouveau. Un Sénat budgétivore et qui va même encore... dans une famille à la maison, tout le monde ne s'entend pas. Tout le monde ne s'entend pas. Donc, les détracteurs, je ne sais pas s'ils sont des détracteurs. C'est des gens qui sont dans l'émotion. Moi, je dis plutôt qu'ils sont des détracteurs, mais c'est des gens qui sont dans l'émotion. Et je comprends certains qui disent que c'est le temps de la jeunesse, c'est le temps de la jeunesse. Je voudrais rappeler tout simplement aux téléspectateurs que nous sommes à une expérience du Sénat. Il faut déjà capable doter d'expérience en matière de gestion des hommes et des affaires publiques pour pouvoir le conduire pendant un certain temps et laisser maintenant les petits frères et d'autres derrière nous pour pouvoir conduire cela aussi. Moi, c'est ce que j'ai pensé et je me suis dit non, allons-y, apprenons d'eux et faisons demain ce qu'ils nous ont laissé. Et corrigeons peut-être certaines erreurs qu'ils vont commettre durant leur parcours et pour aller de l'avant. C'est ça. Rencontre échange, Bill qui a coûté mon invité, il est sénateur dans cette institution de la République qui a vu le jour le 6 mars dernier. Quelle portée, quelle signification pour cette institution dans la vie de notre nation. C'est que l'histoire du Togo, hein, on vient de très loin, hein, et tout ce qui s'est passé depuis les années des indépendances, depuis les années de processus démocratique des années 90, la conférence, en passant par les premières élections du multipartisme. Et puis subitement, il y a cet élan, cette volonté du pouvoir de changer de constitution, de migrer vers une nouvelle république. Alors le débat n'est pas clos, hein, parce que malgré ça, il y a toujours des gens qui sont vent debout contre cette idée de la nouvelle république. Monsieur Wilson, le monde évolue. L'Afrique elle-même évolue. Le Togo évolue également. Vous venez d'une ville où les employeurs étaient très difficiles à gérer au moment de l'indépendance. Oui. Nous qui avons un certain âge aujourd'hui, nous avons vécu certains épisodes de ces temps. Et nous avons traversé pendant un temps également un parti unique. L'objectif, c'est de créer une nation où les gens se sentiront togolais, tout le monde se sentira togolais. Est-ce que ça a réussi? Ça n'a pas réussi. En 90, nous avons connu cette révolution du 5 octobre, et petit à petit, les choses ont commencé par évoluer autrement. Suite au discours de la boule. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Nous sommes face à une réalité qui nous dit expérimentons encore quelque chose pour voir si nous sommes toujours ainsi.
C'est comme ça que nous, à la CPP, nous concevons l'archive. Donc on a seulement fait l'évaluation de ce qui a été fait jusqu'à présent pour en tirer le leçon qui s'impose. Oui, non mais attendez, tous les partis ont le devoir de faire cette évaluation. Depuis 1993, où il y a eu la première élection multipartite, la première élection présidentielle multipartite. Oui. Et en 1994, on a vu ce qui s'est passé entre les deux partis qui ont gagné la majorité et comment ça s'est terminé. Et plus tard, aujourd'hui, nous sommes là et nous expérimentons un nouvel épisode, un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. Nous nous disons, après avoir écouté durant la conférence nationale sur tout ce qui s'était dit et que les gens réclamaient déjà à l'époque, ce régime parlementaire, essayons-le. Mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde puisse suivre, puisque au même moment, nous avons décidé de ne plus regarder dans la même direction pour couper court avec le RPT. Nous ne pouvons pas demander aujourd'hui que tout le monde regarde dans la même direction pour dire non, c'est bon, non, c'est pas bon, oui, c'est bon, non. Il faut toujours avoir des voix discordantes pour pouvoir améliorer ce qu'il faut améliorer et aller de l'avant. Quand nous prenons certains pays aujourd'hui, vous prenez par exemple les États-Unis, tout le monde a applaudi l'arrivée de Donald Trump. Le retour de Trump à la Maison Blanche. Oui. Aujourd'hui, sa cote de popularité tombe à 43%, même moins de 43%. Les gens commencent par être fatigués à peine 6 mois. Et même en France, les gens réclament, les voix réclament aujourd'hui une 6e république. Donc, le monde est en train de voler, les choses sont en train de changer. Donc, il faut maintenant réfléchir pour voir. Donc, c'est pour cela que ce qui est mis sur la table, même si c'est imparfait, comme toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, c'est parfait, essayons et voir ce qu'on peut parfaire pour aller de l'avant. Voilà oui, sauf que l'accouchement de cette nouvelle république a eu lieu dans une grande douleur, comme tout accouchement d'ailleurs, puisque le mode de migration n'a pas été... le peuple était pratiquement mis à l'écart. Non, bon, vous savez, toute loi prévoit toujours son mode d'amélioration ou de révision. Maintenant, comme certains partis politiques, dont je ne vais pas citer les noms ici, se sont dit non, mais la réalité est là. Nous n'avons pas la force aujourd'hui de faire changer les choses. Mais faisons ce que nous appelons une résilience républicaine. Pour dire, acceptons ce qui est posé. Ceux qui n'en veulent pas, c'est leur problème. On ne leur dira rien. On ne les critiquera même pas. Ceux qui n'en veulent pas. C'est de droit, hein? C'est de droit. De bonne guerre, oui. Et c'est de bonne guerre. Nous sommes sur un terrain politique. Et chacun sait le jeu qui est joué en criant non à cette république. Tout en cherchant à aller à d'autres élections qui sont prescrites par cette république-là. Donc, je dis que essayons-le. Dans 2 ans, dans 3 ans, on peut se dire, ah non, tel parti est bon, tel. Lorsque nous prenons la constitution de la 5e République, la désignation du président du Conseil, c'est la majorité qui propose. Oui. Mais dans la même constitution, beaucoup ne l'ont pas lu à l'article 48, il est dit que si il advenait que le président du Conseil désigné est membre d'une des chambres, il en démissionne. Cela veut dire que la porte est ouverte. C'est ça. Pour que demain, si nous nous battons pour renverser la majorité, et que celui qui nous voulons nommer est élu dans l'une des chambres, il en démissionne pour aller siéger à la présidence du Conseil. Donc tout est déjà méticuleusement préparé, mais c'est à nous de nous préparer maintenant. Oui, c'est des discours séducteurs, hein, rien que pour faire passer la... Non, c'est des discours séducteurs, c'est maintenant de travailler pour l'opposition togolaise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une affaire seulement de chapelle, c'est une affaire de réfléchir sur l'avenir même de l'opposition. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se forment actuellement pour dire comment nous allons conjuguer nos efforts à un moment donné au sommet pour arriver aux élections prochaines communales, de gagner beaucoup de conseillers municipaux, parce que c'est ces conseillers qui vont élire plus tard les sénateurs, et dans 5 ans, pour pouvoir gagner les élections législatives. Au minimum, si on n'arrive pas à gagner, il faut dire qu'on aura un certain nombre suffisant pour peser dans les discussions à l'Assemblée nationale, comme au Sénat. Donc voilà un peu ce à quoi nous
à la CPP, nous pensons, et que nous discutons avec d'autres partis politiques, pour que nous disions, cette lutte nous appartient à nous tous. Nos jeunes frères, ils sont derrière nous, aussi veulent venir. Préparons-nous et préparons-les à assumer des responsabilités demain, en travaillant sur le terrain pour que nous puissions, au lieu de nous entre-déchirer, pour que nous puissions gagner les élections et travailler sur la conscience des électeurs. Au lieu de ne pas sortir le jour des élections pour donner un message, de sortir pour dire ça suffit, on peut aller de l'avant si nous voulons le faire. Voilà. Et justement, nous sommes dans une année électorale, dans quelques mois, les élections communales et municipales. Et déjà, dès lundi, il y a la révision des listes électorales. On a écouté sur les antennes des radios que l'opposition dit qu'elle n'a pas été contactée pour cette révision des listes électorales. Je suis un peu peiné parce que nous avons un cadre. Nous avons un cadre. Pas du cadre permanent de concertation? Cadre permanent de concertation dans lequel nous discutons de tout. La dernière réunion de cadre permanent, c'était vendredi passé. La question a été posée. La question, d'ailleurs, si vous avez suivi le président du CPC, le président des exercices du CPC, Maître Tchassona, il avait bien dit, nous avons parlé de la CENI qui organise les élections, de sa recomposition. Donc, cela veut dire que ça a été discuté pour qu'on prépare sérieusement ensemble les élections prochaines. Les absents ont toujours tort, comme disent les Français. Donc, M. Wilson, ça a été discuté, peut-être pas tellement approfondi, mais nous demandons encore une autre réunion du CPC pour approfondir tous ces débats-là et voir comment nous allons faire ensemble pour que nous puissions avoir une élection transparente, libre et crédible pour éviter toute contestation. Voilà. Donc, à votre qualité de sénateur, vous participez encore au CPC? Bien sûr. Bien sûr, puisque le CPC a ses règles. C'est tout parti politique qui a participé à l'une des 3 dernières élections. À l'une des 3 dernières élections. Et les 3 dernières élections, c'est le Sénat, c'est la sénatoriale, c'est le double scrutin de 2024, je crois. Donc, tous ceux qui répondent à ces critères participent aujourd'hui. Personne n'est exclu, tout le monde est invité. Maintenant, vous êtes libre de décliner l'invitation ou de répondre à l'invitation. Oui, alors, dans votre mission au Sénat, qu'est-ce qu'il y a encore possible de faire pour régler tous ces problèmes internes aux formations politiques, entre la mouvance et l'opposition, puisque, oui, vous y êtes justement pour travailler pour la République, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos conditions avant de répondre à l'appel pour la mission pour laquelle on nous a appelés. Donc, au cours des débats, nous donnerons nos points de vue. Nous donnerons nos points de vue. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Si nous conjuguons les efforts ensemble, je vais vous faire une confidence. Lorsqu'on était au CPC, à la CNA, ceux qui n'étaient pas là nous donnaient des sujets. Ah oui, à venir débattre. À venir débattre. Et on venait de pendant poser. Que mes missions absentes, absent, on nous donnait. Et on venait en débattre. Et on en sortait aussi. Donc, par exemple, le cas de la mise en place de la CENI de 2022, ça a été un débat très fort à la CNA pour pouvoir arriver. Donc, ne croyez pas que nous sommes en vase clos. Non. Nous discutons avec nos collègues de l'opposition, ceux qui veulent discuter, et nous trouvons des consensus pour aller discuter. Et nous nous soutenons lors des débats. Ce sera la même chose au Sénat. Puisque le Sénat est là pour examiner la loi que l'Assemblée nationale a validée. Et nous pouvons la modifier aussi. Et s'il y a toujours contestation entre les 2 chambres, il y a une commission paritaire qui proposera un texte. C'est tout. C'est ça. Voilà. Dans les rapports, les échanges de l'Assemblée nationale... non, il n'y aura pas de conflit en tant que tel. Non, il n'y aura pas de conflit. Il peut y avoir des problèmes de compréhension. Il peut y avoir des petits problèmes. Mais la Constitution a prévu qu'à son article 28, que s'il y a des discussions de ce genre, on met en place une commission paritaire et on discute. Et c'est la commission qui propose le nouveau texte à faire. Souvent, c'est comment ça se passe dans ces commissions paritaires.
ça se termine souvent par des clashs, on ne s'entend pas, et puis bon. Moi, je ne crois pas que nous devons mettre la charrue avant le feu. Commençons pas à expérimenter ce qui va se passer. C'est compte de l'histoire récente. Non, l'histoire, beaucoup de gens ont évolué, hein, mais quand vous voyez même ceux que vous appelez les détracteurs, il y en a qui commencent pas à appeler, à aller se faire recenser. Donc, ils critiquent, mais ils savent qu'il y a quelque chose, un enjeu devant. Donc, je pense qu'il y aura toujours, à un moment donné, un moment où nous pouvons nous mettre, bon, voilà, ça peut passer. C'est ça. Et toutes les institutions sont déjà en place, il y a encore à mettre... Non, je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas que toutes les institutions sont... la justice a beaucoup évolué également. Bon, notamment selon la 5e République, la justice a beaucoup évolué. Nous attendons de voir quand est-ce que tout ça là... Moi, je suis sûr et certain que depuis qu'on n'a plus de Conseil des ministres, c'est que le gouvernement travaille sur ces tests avec des techniciens pour que nous ne soyons pas en retard sur ce qui est prescrit par la Constitution. C'est ça. À quand la désignation du prochain, enfin du futur chef, comment nous l'appelons chez vous ici? Le président de la République ou bien le président du Conseil? Le président du Conseil. Le président du Conseil, c'est l'Assemblée. Les deux chambres sont déjà mises en place. Voilà. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale, non, à la majorité à l'Assemblée nationale, de proposer le nom du président du Conseil. Et on verra, le parti proposera le nom à l'Assemblée nationale qui sera voté maintenant pour la... Qui est le chef de ce parti politique? Oui, qui est le chef de ce parti politique, tout est déjà dit, qui est le chef de ce parti politique. Oui. Bon, nous n'allons pas dire c'est ce que les textes prévoient. Est-ce que les textes prévoient? Donc, pour nous, je pense que puisque nous sommes en avril, le délai de la transition court jusqu'au 5 mai prochain. Le délai court jusqu'au 5 mai prochain. Donc nous sommes toujours en transition, c'est ça? Nous sommes toujours en transition jusqu'au 5 mai. En attendant la mise en place des décisions. Non, pas en attendant la mise en place. En attendant la désignation du président du Conseil. C'est ça. Oui. Et après peut-être. Et après, le président de la République. Le président de la République, selon la Constitution, les deux chambres se réunissent en congrès pour élire, non pas pour désigner, pour élire le président de la République. Et on verra les candidatures, on verra comment ça va se passer. Par vote, indirect cette fois-ci. C'est par vote indirect, c'est ça. Ce qui fait que finalement on a arraché le vote populaire universel au peuple togolais. Est-ce que c'est une initiative pour la première fois au Togo? Je ne crois pas. Ah bon? En l'île Maurice, c'est comme ça que ça se passe. J'ai un ami syndicaliste qui est devenu parlementaire à l'île Maurice, qui m'a appelé, quand je lui ai annoncé la nouvelle, qui m'a appelé, ah, tu viens au moment où notre parti a perdu les élections, donc je ne serai plus à l'Assemblée ni au Sénat. Mais de toute façon, nous continuons notre route. Donc, ce n'est pas une expérience, je dirais, unique au monde. Vous avez vu que lorsque on a voté la Constitution de la 5e République, il y avait une délégation pour aller voir ce qui se passe un peu en Inde. Oui, donc, ça aussi, parce que ce n'est pas le moment d'aller savoir ce qui se passe, il faut le faire peut-être bien plus tôt. Non. Quand vous lisez bien la Constitution, vous allez constater que ceux qui ont écrit cette Constitution ont pris d'un peu partout. Des expériences d'un peu partout. Je vous ai parlé de ce qui se passe au Canada pour la désignation des sénateurs. Donc on prie un peu et on fait ce qui peut correspondre dans notre réalité togolaise. Voilà ce que moi je comprends. Lorsque vous prenez la Constitution, vous la lisez, vous allez constater qu'on a pris d'un peu partout. D'un peu partout. Maintenant, c'est fait. Il faut expliquer davantage le contenu de la Constitution. Il faut expliquer davantage comment les choses vont se passer. Et ça, c'est le rôle des partis politiques. Ceux qui disent non diront toujours non à leurs militants. Ceux qui disent faisons l'expérience expliqueront davantage. Parce qu'il n'est pas dit qu'au sein de nos partis, tout le monde est d'accord. Non. Non. Oui. Moi, j'ai eu des réunions très houleuses des fois. C'est ça. Au sein de la CPP. Au sein de la CPP, il y a des réunions très houleuses des fois. Donc, mais il faut prendre de la patience et par pédagogie comme nous le faisons et l'expliquer. C'est une nouvelle expérience. Et nous verrons ce que ça va donner à l'évaluation
dans 2, 3, 4 ans. Ça. Et au sein de la CPP, est-ce que vous avez consulté vos militants avant d'accepter l'offre qui a été proposée pour le Sénat? Je vous dis que j'ai découvert, parce qu'il n'y a pas d'offre proposée, j'ai découvert la nomination le 5 mars à 20h. Comment je vais discuter? Mais la même nuit, j'ai appelé tout le monde du bureau pour leur dire, voilà ce qui s'est passé. Et ils ont dit quoi? Félicitations. Non, félicitations, parce qu'on ne peut plus remettre quoi que ce soit en cause. Est-ce que ce n'est pas moyen aussi de phagocyter l'information politique pour la réduire au silence? Non. Vous savez, lorsque les gens parlent de dire, mais ce qui se passe en politique, il y a toujours des alliances qui se font, qui se défont. Ça peut marcher aujourd'hui comme ça peut ne pas marcher demain. Moi, j'ai vu des gens qui ont créé des coalitions et en plein chemin, ils ont dit, mais notre route va se séparer ici parce que nous ne partageons plus. Ça s'est passé devant vous, monsieur le journaliste Gérard. Donc, c'est comme ça. Nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes sur un terrain politique. Comment nous phagocyter? On ne peut pas nous phagocyter. Donc, il n'y a rien à reprocher lorsque le chef de l'État, par exemple, prend un ministre dans une formation politique, pour le nommer. Ce n'est pas la première fois qu'il le fera. En 2008, si vous vous souvenez bien, il y a eu des ministres de tous les bords. Bon, il y a des partis qui ont dit non, ils ne seront pas au gouvernement, mais dans des institutions. Mais tout ça là, c'est de la politique pour faire croire aux gens qu'on est vierge, alors qu'on est déjà, on n'est plus vierge. C'est ça. Bon, la virginité n'existe plus depuis un certain temps dans le monde. C'est ça. Alors, quand on est issu d'une formation politique ou quand on est désigné comme personnalité par le chef de l'État, qu'est-ce qui a plus de poids? Tout le monde a le même poids. Que tu sois désigné, que tu sois élu, c'est le Sénat. Tu es sénateur au même titre que tout le monde. Point barre. C'est ça. C'est point barre. Parce que dans la salle, lorsqu'on peut demander on va donner la parole aux gens, on te demandera pas si tu es élu ou tu n'es pas élu. Donc tout le monde est sénateur, tout le monde a le même rôle à jouer. Sur le 61, vous êtes fin à être nommé, désigné par le chef de l'État. Et issu des formations politiques, bien sûr. Hein. Bien sûr. Non, sur les 20, il y a des gens des formations politiques, il y a des gens, des personnalités qui n'ont pas de chapelle politique aussi. Il y en a qui sont même surpris qu'ils sont devenus sénateurs. Moi, j'ai vu des professeurs, j'ai vu des gens que je ne connaissais même pas. Je ne sais pas où ils travaillaient avant. Donc, mais j'ai vu aussi des gens qui étaient pleins dans le commerce. Le commerce. Donc, ce n'est pas des gens qui ont des chapelles politiques. Mais ils ont leurs convictions pour le peuple togolais. J'ai vu une dame qui se battait beaucoup pour certaines choses. Je ne peux pas donner ça ici parce que vous allez l'identifier. Se battait beaucoup. Une dame engagée, n'est-ce pas? Une dame engagée pour le propre des femmes. Mais elle ne choisit pas les femmes. Elle dit c'est pour les femmes. C'est ça, point. Point. Donc, c'est des gens qui sont venus. Il y en a qui sont surpris, mais qui sont nommés. Donc, le casting est bon, c'est ça? Le casting, je ne sais pas si c'est un casting. Non, il ne faut pas aller sur ce terrain, ce n'est pas un casting. Tout ce qui a été fait, je vous ai dit que beaucoup ont découvert que vous avez affaire à un journaliste. Donc, ce serait difficile de piéger. Beaucoup ont découvert, il y en a qui ont découvert, ceux avec qui j'ai discuté. Je me dis, moi je suis en France. Lorsque mes enfants m'ont envoyé la liste pour me dire, maman rentre parce que tu viens d'être nommé sénateur. Elle était d'abord surprise. Donc il n'y avait pas eu de casting. Pas eu de casting. Merci, M. Adrien. À côté pour cet échange en studio, je rappelle que vous faites partie de cette première vague, de cette première personnalité. Oui, cette première vague. C'est historique, hein, c'est historique. Et l'histoire le mentionnera. C'est ça. L'histoire le mentionnera. Gravé dans vos archives, sur votre CV, n'est-ce pas? Sur mon CV, je ne sais pas encore, mais l'histoire mentionnera qu'il y a un certain nombre de personnalités élues et désignées qui ont formé le premier Sénat de l'histoire du Togo. C'est ça. Voilà. Je fais partie de cela. Je fais partie de ça. Avec fierté. Avec fierté. Oui. Non, avec fierté. Et je l'assume. Sans aucun regret. Hein? Non, je dis je l'assume. Lorsque j'accepte, je l'assume. Parce que lorsque j'ai découvert l'information sur les ondes de la TVT, et j'ai appelé même les membres du bureau qui m'ont félicité, je dis là,
la CPP soutient ce qui s'est passé et je l'assume. Je vais rendre visite à mon grand frère Francis Ekon bientôt pour le lui annoncer de vive voix parce que dans notre tradition, c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Dans la lignée de votre père fondateur, Edem Kodjo. Edem Kodjo, c'est ça. Je serais fier de vous de l'autre côté, si dans le tombe. Hein. Je me demande si Edem Kodjo était vivant parce que, tu sais, quelques jours avant sa crise, il m'a envoyé un message à travers le ministre Broum. Oui. Qu'on doit se voir. J'attends l'invitation et j'apprends qu'elle a eu une crise jusqu'à son décès. Si M. Edem Kodjo, que j'ai toujours appelé par un surnom qu'on lui a donné au Caractère Joseph, Rodrigue. Ah oui, l'actu du cœur. L'actu du cœur. Si aujourd'hui il apprend, au-delà de ce que nous disons ainsi, que quelqu'un de la CPP, en l'occurrence le président de la CPP a été nommé sénateur, j'imagine, je serai sage. Donc je m'arrête là pour ça. Dans le sillage du grand pardon, n'est-ce pas? Nous prenons toujours le grand pardon, le vivre ensemble, la tolérance, pour que nous puissions travailler main dans la main. Nous pouvons avoir des discussions très chaudes, mais nous devons toujours trouver le chemin pour faire avancer les choses. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Macron n'a pas la majorité. Oui. Mais les discussions se font. Il y a un gouvernement qui travaille, quelles que soient les difficultés, il y a des échanges. Sur les retraites, j'ai vu la fois passée des syndicats, des gens que je connais, qui se sont retrouvés pour discuter, pour voir comment améliorer. Donc nous devons aussi réfléchir. Ce n'est pas une affaire de biceps ni de temps, de thorax. Non. Il faut toujours réfléchir sur ce que... Quand j'ai été nommé, j'ai un ami qui m'a appelé, qui me dit, mais Adrien, moi je ne suis pas d'accord avec la 5e République, mais je me dois de te féliciter. Je dis, mais cher ami, je te remercie d'abord, mais quand cela me tient, la réalité est là. Faisons ensemble pour que le pays aille de l'avant. C'est ça le plus important. C'est ce que je lui ai répondu. Voilà. Monsieur Akoité, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite? Ce qui vient de votre cœur. C'est ça. Ce qui vient de votre cœur, monsieur Wilson. Ce qui vient de votre cœur, parce que je ne peux pas demander la bonne santé, je m'en charge, mais ce qui vient de votre cœur, pour que la mission qu'on nous a confiée soit une mission réussie par nos efforts et par notre engagement à faire avancer les choses pour que les jeunes d'aujourd'hui s'épanouissent davantage, qu'il y a moins de départ vers l'Europe. 2, pour qu'il y ait le plein emploi, afin qu'il y ait le sourire sur toutes les lèvres et non plus ces soucis que les gens ont en faisant, en étant sur leur moto tout en parlant sur le local. Voilà ce que moi je voudrais. Tout ce qui vient de votre cœur, c'est ça ce que je voudrais que vous me souhaitez. Et alors, bonne chance et bonne réussite merci beaucoup de votre mission. Et à travers vous, au Sénat, merci beaucoup pour cette première expérience. Merci beaucoup, M. Wilson. Et je suis sûr et certain que le peuple ne sera pas déçu. Nous ferons en sorte que dans 2 ans, quand on fera une petite évaluation, on se dise, on s'était trompé, mais plutôt allons de l'avant maintenant. Et conjuguons les efforts pour que dans 5-10 ans, nous puissions renverser la vapeur et désigner le président du Conseil. Voilà mon souhait. Merci à vous pour ce temps patience de votre disponibilité. Il soit retenu que vous êtes le premier sénateur que j'ai reçu dans le cadre de mon émission. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette rencontre, échange avec l'honorable sénateur Adrien Akoité. Il est président de la CPP, Convention patriotique panafricaine. Il est entré au Sénat depuis le 6. C'est Convergence patriotique panafricaine. Il est entré au Sénat le 6 mars dernier. Et bonne chance et du succès à tous ces honorables sénateurs. C'est la fin de ce numéro. À samedi prochain pour de nouvelles réflexions. À très bientôt.